L'homme se distingue des bêtes par sa capacité à fabriquer et utiliser des outils. Une simple hache en pierre a donné à l'homme le pouvoir de façonner le monde qui l'entoure. Une lance pouvait faire la différence entre une famille qui mange et une famille qui meurt de faim. Mais la hache et la lance pouvaient aussi devenir des armes, alors que les individus, les tribus et finalement les nations luttaient les uns contre les autres dans leur farouche détermination à survivre. Le fusil aussi a été à la fois un outil pour capturer du gibier et une arme pour tuer des hommes. Les fusils ont permis aux hommes de chasser des proies plus grosses et dangereuses, et ont donné à des groupes d'hommes le pouvoir à la fois d'imposer et de résister à la volonté des dirigeants. Les États-Unis d'Amérique sont une nation née bien après l'invention des armes à feu, dont la taille et l'influence se sont développées parallèlement à l'évolution et à l'utilisation des armes à feu. Quelles étaient les armes à feu qui ont conquis les terres qui allaient redevenir les États-Unis et comment ont-elles évolué ? Comment les armes à feu ont-elles changé le cours du futur de ce continent et comment les avancées dans la technologie des armes à feu ont-elles été utilisées par les hommes et même par d'autres nations tout au long de l'expérience américaine ? Rejoignez-nous alors que nous retraçons l'histoire et le développement de l'arme à feu ainsi que l'évolution des armes à feu. Les armes à feu n'ont pu exister qu'après l'invention de la poudre à canon. Il y a plus de 1000 ans, un alchimiste chinois a mélangé nitrate de potassium, soufre et charbon de bois, obtenant des résultats explosifs. Il est bien connu que ce mélange secret, soigneusement gardé, était utilisé pour les feux d'artifice, mais les Chinois ont rapidement trouvé des applications militaires également. Les premières armes comprenaient des flèches remplies de poudre à canon, qui s'élançaient comme des fusées pour exploser dans les rangs des ennemis. Au fil des siècles, ils développèrent aussi les premiers canons et grenades. La lance à feu semble être la première arme à feu portative. Un tube de bambou creux était rempli de poudre à canon et d'un petit projectile. L'arme, avec sa faible portée, servait au corps à corps, fixé au bout d'une lance. La poudre à canon est restée un secret chinois jusqu'au XIIIe siècle, dans cette descente dans un siècle. Elle a peut-être atteint l'Occident lors des invasions mongoles de la Perse et de l'Europe de l'Est. Roger Bacon, moine franciscain, aurait assisté à la fabrication et l'usage de la poudre dans les feux d'artifice. Il a décrit l'utilisation du salpêtre, du soufre et du charbon de bois et a écrit vers l'an 1250 après Jésus-Christ. Le bruit du tonnerre peut être produit artificiellement dans l'air avec un effet de terreur encore plus grand que s'il avait été provoqué par des causes naturelles. Les Morses ont utilisé des canons en Espagne au XIIIe siècle, puis le roi d'Angleterre s'en servit contre les Écossais au XIVe siècle. Pendant la guerre de 100 ans, Anglais et Français traînèrent des canons sur le champ de bataille. Il était sans doute inévitable qu'une personne audacieuse cherche à créer une version plus compacte et portable de cette arme puissante. La première arme à feu était un canon à main. Bien qu'il existe des preuves que les canons à main étaient utilisés en Chine au XIIe siècle, ce n'est qu'au milieu du XIVe siècle qu'ils furent utilisés en Europe.
Ces ancêtres des armes à feu modernes étaient vraiment de simples versions miniatures des canons utilisés contre les murs des châteaux. De simples tubes métalliques, généralement fabriqués en bronze. À une extrémité, un petit trou de mise à feu est utilisé pour enflammer la poudre à canon. L'autre extrémité est ouverte et c'est de là qu'est projeté un projectile mortel accompagné d'une fumée noire nauséabonde. Il pouvait tirer une balle en plomb, une pierre lourde, ou même une poignée de gravier. Aussi redoutable que cela puisse paraître, l'arme était encombrante. Il valait mieux la placer contre une surface solide pour éviter qu'elle ne recule brutalement vers la poitrine du tireur. Le tireur devait se concentrer en abaissant un charbon ardent ou une corde enflammée dans le trou de mise à feu, négligeant ainsi les actions de son ennemi. La précision en pâtissait, et il existe un certain débat concernant l'efficacité de ces armes à feu en tant qu'armes utiles sur le champ de bataille. Le développement des armes à feu est évidemment centré sur la découverte et le développement initiaux de la poudre à canon, ou comme nous l'appelons aujourd'hui, la poudre noire. Elle a été développée en Extrême-Orient. Les Chinois sont crédités des premiers développements de la poudre noire. Et il n'a pas fallu longtemps avant que la poudre noire, à l'origine utilisée pour les fusées, les signaux et les feux d'artifice, tout comme elle est encore utilisée aujourd'hui pour marquer les célébrations. Ce sont ces usages initiaux que les Chinois ont fait de la poudre à canon lorsqu'elle a été développée pour la première fois. Il a fallu un certain temps pour qu'elle voyage vers l'Ouest et trouve sa place en Europe. Et c'est grâce à l'introduction de la poudre à canon chez les Européens que les armes à feu ont commencé à faire leur apparition sur la scène. Nous savons qu'aussitôt qu'en 1350, un canon portatif a été développé, capable de tirer des projectiles à l'aide de la poudre à canon. La poudre à canon est essentiellement une substance qui, lorsqu'elle est enflammée par une étincelle ou d'autres moyens, explose ou, plus techniquement, brûle en créant une énorme quantité de gaz et de pression, ce qui est idéal pour propulser un projectile dans un long tube ou canon à mesure qu'ils ont évolué. Au fur et à mesure que le XIVe siècle avançait, la technologie des armes à feu progressait également. Les avancées majeures comprenaient en l'ajout d'une crosse en bois afin que le tireur puisse appuyer l'arme sur son épaule. Le changement dans le processus d'allumage fut encore plus important. L'objectif était de permettre au tireur de viser le long du canon de l'arme, tout en appliquant l'étincelle d'allumage à la poudre à canon. Les armuriers ont créé un système de verrouillage où un levier semblable à une détente rapprochait l'allumeur de la poudre. Le mécanisme à mèche, premier système de verrouillage efficace, fonctionnait en abaissant une mèche lente sur la poudre d'amorçage. La première arme à feu produite en grande quantité fut l'arquebuse, qui fut utilisée de façon intensive lors des guerres d'Italie au XVIe siècle. Les arquebusiers, soldats maniant ces armes de pointe, pouvaient avoir un impact considérable sur les armées adverses. Bien que le chargement et le tir de ces anciennes armes à feu puissent sembler lourds comparés aux armes modernes, elles avaient une cadence de tir plus rapide que l'arbalète. Par ailleurs, l'arquebuse pouvait être maîtrisée plus rapidement et en plus grand nombre que l'arc long, et elle était plus puissante que n'importe quel arc. Au début, l'arquebuse était particulièrement utile contre la cavalerie, surtout lorsqu'elle était associée à des piquiers. Cette formation de piquiers et d'arquebusiers a transformé l'armée espagnole, utilisée pour vaincre les Français à la bataille de Sérignol en 1503. L'arquebuse pouvait tirer une lourde balle de plomb, mais elle pouvait aussi tirer de la grenaille qui se dispersait au visage d'un ennemi en charge. Dans ses commentaires, le capitaine Blaise de Montluc, de France, a décrit certaines batailles impliquant des arquebusiers, combattant aux côtés de soldats armés d'armes plus traditionnelles. La compagnie que je commandais n'était composée que d'arbalétriers,
car à cette époque, l'usage de l'arquebuse n'avait pas encore été introduit parmi nous. Puis, 6 arquebusiers gascons sont venus à nous depuis l'ennemi que j'ai reçu dans ma compagnie. Il ne fallut pas longtemps avant que de Montluc ait des escadrons d'occupants sous son commandement, mais il allait lui-même être victime d'un tir d'arquebuse ennemi. Il survécut à la blessure, mais son visage fut fracassé. Plût au ciel que cette maudite machine n'ait jamais été inventée. Je n'aurais pas reçu ces blessures qui me font souffrir aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu non plus tant de vaillants hommes tués, pour la plupart par les plus pitoyables individus et les plus grands lâches, qui n'auraient jamais osé regarder ces hommes en face, alors qu'à distance, ils les ont abattus avec toutes leurs maudites balles. Ce qui rendait ces armes particulièrement mortelles, c'était le développement du tir en salve. Là encore, les Espagnols utilisaient une version du tir en salve au début du XVIe siècle. Le comte allemand Wilhelm Ludwig écrivit à la fin de ce siècle. J'ai découvert une méthode permettant aux mousquetaires et aux soldats armés d'arquebuses non seulement de tirer très efficacement, mais aussi de le faire de manière ordonnée au combat. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'escarmouches et n'utilisent pas la couverture des haies de la manière suivante. Dès que le premier rang a tiré ensemble, selon l'exercice, ils marcheront vers l'arrière. Le deuxième rang, soit en avançant, soit en restant sur place, tirera ensemble puis marchera vers l'arrière. Après cela, le troisième rang et les suivants feront de même. Ainsi, avant que le dernier rang ait tiré, le premier aura rechargé. Malgré ces avancées, l'arquebuse à mèche présentait des inconvénients. Il était difficile de garder la mèche allumée par temps humide. Et par temps sec, ne pas éloigner la mèche allumée de la poudre stockée pouvait avoir des conséquences désastreuses. En dehors des explosions accidentelles, la mèche allumée produisait à la fois une lueur que l'ennemi pouvait voir la nuit et une odeur qui pouvait être sentie, révélant ainsi la position de l'artilleur. À la Renaissance, des progrès touchaient toutes les disciplines, y compris l'art de fabriquer des armes à feu. La platine à rouet appliquait l'ingénierie de l'horlogerie au problème de l'allumage de la poudre à canon. La platine à rouet était une roue en acier à ressort, serrée comme une montre jusqu'à ce qu'elle se déclenche ou s'enclenche contre la détente. Lorsque la détente était pressée, la roue tournait contre un morceau de pyrite, produisant des étincelles qui enflammaient ensuite la poudre à canon dans le bassinet. La platine à rouet a permis à la cavalerie de mieux utiliser les armes à feu. Il était difficile de garder la mèche lente d'un mousquet allumé en chevauchant, un problème éliminé par la platine à rouet. Il était également plus facile pour la cavalerie de tirer avec de petites armes à feu à une main. À partir du XVIe siècle, il était d'usage pour les cavaliers en Europe de porter une paire de pistolets au combat dans des fondes de sel. Après tout, il s'agissait encore d'armes à un seul coup. La complexité des platines à roues les rendait coûteuses à produire. Le soldat ordinaire n'avait pas ces armes. Elles servaient surtout à la chasse, alors que les platines à mèche dominaient dans les armées européennes. Bien sûr, ce qui rendait vraiment ces armes efficaces, c'était l'incroyable destruction qu'elles infligeaient aux corps humains. Même les chevaliers en armure pouvaient tomber à courte portée. Un temps, les armuriers ont tenté de compenser en créant des protections corporelles plus lourdes. À leur arrivée dans le Nouveau Monde, les conquistadors espagnols ont trouvé leur armure corporelle plus utile militairement que leurs armes à feu lors des assauts contre les populations autochtones. L'arquebuse était efficace, bien sûr, tant en termes de destruction physique que comme source de terreur pour les autochtones. Mais elles, comme les arbalètes, étaient lentes à recharger.
Mais l'arbalète et l'arquebuse ont surtout été développés face à l'armure lourde des chevaliers espagnols. Les Aztèques, les Incas et les autres populations autochtones n'avaient rien qui puisse percer l'armure espagnole. Bien sûr, l'arme la plus meurtrière que les Européens ont apportée dans le Nouveau Monde était plus petite que l'œil ne pouvait la voir. Le germe. La variole et d'autres maladies ont semé le chaos parmi les populations autochtones d'Amérique du Sud et du Nord, tandis que les Européens, de l'autre côté du monde, continuaient à perfectionner l'art et la science des armes à feu. La complexité et le coût du mécanisme à rouer incitaient Amchorol les forgerons courageux et industrieux, pour tester d'autres façons d'enflammer la poudre noire. On savait depuis longtemps qu'on pouvait allumer un feu en frappant un silex contre de l'acier. Au milieu du XVIe siècle, quelqu'un a appliqué ce principe aux armes à feu. Le premier exemple s'appelait serrure à ressort. Un silex était fixé par une mâchoire dans le chien de l'arme. Quand on tirait le chien en arrière, il se bloquait sur un levier. Quand la détente était pressée, le levier se retirait et le chien frappait le silex contre une plaque d'acier. La force de l'impact repoussait la plaque, exposant la poudre à canon dans la bassine, tandis que le silex produisait des étincelles en frottant l'acier. Certains armuriers en Angleterre, puis en Amérique, ajoutaient un cran de sûreté nommé chien de sécurité. Le système à platine à ressort, bien que utilisant le silex contre l'acier, n'était pas une vraie platine à silex. Ces armes étaient appréciées par les militaires, mais aussi par d'autres groupes moins respectables. La fin du XVIe et le début du XVIIe siècle furent l'âge d'or des célèbres pirates des Caraïbes. Ces marins hors la loi terrorisaient les navires et les villes des îles des Caraïbes pendant les mois les plus froids. Puis ils partirent vers la Nouvelle-Angleterre durant l'été. Armés de coutelas et de pistolets à silex, les pirates étaient une menace redoutable pour les imprudents. De nombreux pirates de Nouvelle-Angleterre étaient d'anciens corsaires mandatés par les colonies pour attaquer les navires ennemis de l'Angleterre. Lorsque l'Angleterre n'était plus en guerre avec ces nations, les corsaires pouvaient alors se tourner vers la piraterie. Pour protéger les colonies Temakossoni des menaces extérieures, notamment des pirates et des tribus hostiles, les gouverneurs ont formé des milices locales. Chaque homme valide était censé servir dans la milice et chaque foyer devait posséder au moins une arme à feu en état de marche. Les milices s'entraînaient au tir en salve et à réagir rapidement aux cloches d'alerte. Ils construisaient des défenses en terre solide autour de chaque village et gardaient un front dans leur poudre au sec. Contrairement aux armées professionnelles, les milices étaient peu structurées et ne se rassemblaient au dark que quelques jours par an pour s'entraîner. La milice devait fournir ses propres armes. Souvent, il s'agissait de fusils de chasse. Ces armes étaient emprisées pour leur polyvalence, pouvant tirer une grosse balle ou des plombs étaient pour la chasse aux oiseaux aquatiques. Les colonies anglaises ont eu des relations difficiles avec les autochtones. Ces relations ont parfois été amicales, mais aussi marquées par des conflits. Lors d'un conflit connu sous le nom de guerre du roi Philippe, les colons de la Nouvelle-Angleterre et leurs propres alliés amérindiens se sont battus contre une confédération d'autres tribus autochtones. Au cours de cette guerre, un colon nommé Benjamin Church s'est distingué en formant une compagnie de colons et d'alliés autochtones. Church a appris des autochtones à se déplacer discrètement dans les forêts et marécages et à combattre selon des tactiques de guérilla inconnues des Européens. C'était les premières forces de Rangers américains, Benjamin Church étant considéré comme leur père. Ses compétences se sont révélées précieuses. Les conflits continuèrent même après que l'un des alliés autochtones de Church ait tué le soi-disant roi Philippe, chef autochtone. Depuis la fin des années 1600, presque jusqu'à la Révolution américaine, il y eut une série de guerres entre les colons anglais et les colons français, chacun ayant ses propres alliés parmi les tribus amérindiennes.
La plus célèbre est la dernière connue en Amérique, simplement sous le nom de guerre de la conquête, qui s'est terminée en 1763. Mais il y en eut d'autres où Européens et Autochtones brandissaient des mousquets dans leur lutte pour le contrôle du Nouveau Monde. Au sein des grandes catégories d'arquebuses à mèche, de platines à roues et de platines à silex, il existait une grande variété de conceptions d'armes à feu. Pistolette de duel à platine à roues. Et comme tout art, la fabrication d'armes a attiré ses artistes. Les armes destinées à la noblesse étaient souvent ornées de motifs en or ou argent. Un style d'arme bien connu était le tromblon. Il pouvait s'agir d'un mousquet plus court ou d'un pistolet reconnaissable à sa bouche évasée au bout de son canon court en acier ou en laiton. La large ouverture à l'extrémité facilitait et accélérait le chargement de la poudre et de la grenaille, et le tromblon pouvait être dévastateur à courte portée, tirant généralement une poignée de plomb. Le tromblon est fortement associé aux pèlerins dans l'imaginaire américain, bien que ses premiers colons utilisaient également d'autres armes à feu. Le mousquet à silex Brown Bess, calibre 75, était l'arme standard des soldats britanniques au XVIIIe et début XIXe siècle. Le mousquet Brown Bess est d'origine anglaise et il est basé sur les mousquets développés au début du XVIIIe siècle vers 1722. Et ces mousquets ont permis aux Anglais de conquérir leur empire mondial. Ces mousquets sont tous d'un calibre d'environ 75 à canon lisse et ils utilisent un système d'allumage à silex. Cet exemple particulier est une copie du mousquet modèle Coors Land Pattern qui a été développé juste avant la Révolution américaine. Cet exemplaire porte la mention Tower sur la platine, indiquant qu'il a été inspecté à la Tour de Londres. Ces armes étaient des atouts majeurs à leur époque. Elles ont un canon lisse, donc peu précises. Elles ne sont précises qu'à une cinquantaine de mètres. À 75 mètres, au-delà de cette distance, la précision diminue vraiment, baisse considérablement. Cet engin était vraiment suréquipé. Un soldat prenait une cartouche de sa cartouchière, normalement portée à la taille, ou d'une large sangle sur la hanche droite. Ils prenaient une cartouche de leur cartouchière, la portaient à leur bouche, la déchiraient, en versaient un peu dans le bassinet, fermaient le bassinet, puis versaient le reste de la poudre dans le canon. Ils sortaient cette longue baguette en fer et enfonçaient toute la cartouche avec un bourrage et remettèrent la baguette dans les tubes juste sous le canon. Le soldat était ensuite prêt à tirer. Un bon soldat était censé pouvoir tirer 3 coups par minute. Je sais que j'ai vu des gens capables de tirer entre 4 et 5 coups par minute avec l'une de ces armes. C'est vraiment tout un exploit. L'arme comparable chez les Français était le mousquet Charleville, un mousquet à âme lisse de calibre 69. Ces mousquets équipèrent l'infanterie française après 1717. Nommé d'après l'arsenal de Charleville-Mézières dans les Ardennes en France, le Charleville, comme le Brown Bess et d'autres mousquets à âme lisse, était précis jusqu'à environ 50 à 100 yards. Le Charleville de 1717 avait un canon fixé par des goupilles comme le Brown Bess, mais le modèle de 1728 aurait plutôt 3 embouchoirs. Plus facile à démonter et nettoyer, cette conception était aussi plus solide pour le combat à la baïonnette. Le fusil mesurait environ 60 pouces et pesait 9 livres.
Le Charleville et le Brown Bess étaient maintenant des fusils à silex robustes et fiables, idéaux pour leur usage. Le but n'était pas la précision individuelle. Lorsque les armées d'Europe se rencontraient sur le champ de bataille, elles se mettaient en formation et tiraient en salve après salve de lourdes balles de plomb sur les forces adverses. Les soldats tiraient environ 3 coups par minute. La fumée de la poudre noire limitant la visibilité, même à courte portée, ils ne privilégiaient pas la précision du tir. Une fois leurs munitions épuisées, les soldats fonçaient leurs baïonnettes. Avec les baïonnettes fixées, les longs fusils devenaient des pics efficaces contre la cavalerie et pouvaient aussi être des armes redoutables au corps à corps. Le Charleville et le Brown Bess, comme la plupart des armes à feu de cette époque, étaient des mousquets à canon lisse. On savait qu'un canon rayé permettait de tirer plus loin et avec plus de précision. Un canon rayé a des rainures en spirale qui font tourner le projectile à sa sortie. Cette rotation stabilise la balle. Cependant, les canons rayés étaient plus sensibles à l'encrassement par la poudre noire de l'époque. De plus, pour qu'une balle profite des rayures, elle devait être bien ajustée dans le canon. Cela compliquait le chargement. Les fusils à âme lisse, comme le Brown Bess et le Charleville, pouvaient être rechargés plus rapidement, et les tactiques militaires de l'époque ne nécessitaient pas la portée ou la précision offerte par les fusils rayés. Mais les chasseurs pouvaient apprécier ces deux caractéristiques. Au milieu du XVIIIe siècle, en Amérique, des armuriers de Virginie et de Pennsylvanie fabriquaient des fusils rayés. Bien que les fusils de chasse et les armes à canon lisse de style européen étaient populaires et courants, les fusils rayés étaient les véritables armes fabriquées en Amérique. Les longs fusils américains ont été développés par des armuriers d'origine allemande. À la frontière, la poudre et les balles d'un chasseur étaient en quantité limitée. Alors que les armées européennes devaient charger et tirer aussi rapidement que possible, sans se soucier de la précision individuelle, le chasseur de la frontière devait toucher sa cible du premier coup, sous peine de voir le dîner de sa famille s'enfuir dans les bois bien plus vite qu'il ne pourrait recharger. Le moment viendrait où les tactiques de rangée apprises et développées par Benjamin Church et l'adresse au tir des chasseurs américains seraient utilisées à d'autres fins. Les tensions entre les colonies américaines et le gouvernement britannique s'intensifiaient. Des comités de sûreté apparaissaient partout dans les colonies, prenant le contrôle des milices, surveillant toute intrusion royale dans les droits coloniaux et finissant par rassembler des armes en vue du conflit à venir. Quand j'étais enfant, en grandissant et en lisant dans les manuels d'histoire à l'école les causes de la Révolution américaine, j'étais un peu sous l'idée erronée que la Révolution américaine avait commencé à cause de un certain nombre de choses qui avaient dressé les colons contre le roi George III. Des taxes déraisonnables, l'impôt sans représentation, le massacre de Boston, la Boston Tea Party, toutes ces choses avaient conspiré à faire fermenter un niveau d'agitation en Nouvelle-Angleterre. Et les Minutemen américains ont été appelés à sortir leurs fusils de chasse après la chevauchée de Paul Revere et à se rassembler à Lexington Green, lançant ainsi la Révolution américaine le matin du 19 avril 1775. Ce que j'ai découvert à travers plus de recherches et d'études, c'est que c'était bien plus complexe et évolué que cela. La Révolution américaine avait ses racines qui remontaient à la guerre de la conquête, presque 20 ans plus tôt, et certainement 10 ans plus tôt, lorsque des événements comme le massacre de Boston ont eu lieu. Les coloniaux avaient un grand stock d'armes à feu personnel, car elles étaient utilisées par presque tout le monde pour subvenir à leurs besoins, pour pouvoir chasser et mettre de la viande sur la table. Pour ceux qui vivaient en milieu urbain, comme à Boston, Cambridge ou New York, il existait des comités de sécurité qui avaient été établis.
Il s'agissait essentiellement d'unités locales de milices, et à cette époque, elles n'étaient pas considérées comme étant utilisées pour défendre les colonies contre la couronne d'Angleterre, mais plutôt pour la protection mutuelle contre, que ce soit les Français ou encore les bandes toujours présentes de Amérindiens. Tout le monde n'avait pas de mousquets ou de longs fusils, mais là où des comités de sûreté étaient établis, ils disposaient d'armes à feu qui égalisaient ou surpassaient la qualité du Brown Bess de l'infanterie britannique. Il s'agissait de mousquets calibre 69 ou 75 à canon lisse. Lorsque Paul Revere fit sa célèbre chevauchée nocturne dans la nuit du 18 avril et alerta la campagne du fait que le général Gage avait envoyé une nouvelle colonne dans la campagne près de Lexington et Concord, il avertissait les Minutemen de venir à leur point de ralliement. Cette fois, la raison des marches en dehors de Boston était différente de toutes les autres marches que les troupes britanniques avaient effectuées au cours des années précédant ce matin-là. Cette fois, les ordres de Gage au major Pitcairn étaient clairs et précis. Vous retirerez toutes les armes, la poudre, les balles, les projectiles et l'artillerie des colons au fur et à mesure que vous les rencontrerez. C'était la limite à ne pas dépasser. Lorsque le capitaine John Parker a rassemblé ses 80 hommes sur la place de Lexington, il leur a dit de ne pas tirer à moins d'être attaqués. Mais s'ils veulent la guerre, qu'elle commence ici. Jetez vos armes et dispersez-vous, sales rebelles! Avancez et désarmez-les! Chargez les baïonnettes! Chargez toutes les baïonnettes! En feu! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Rentrez chez vous! Repliez-vous! Et bientôt viendrait le coup de feu entendu dans le monde entier. Les patriotes de toutes les colonies épauleraient leurs mousquets et combattraient Manlai pour leur liberté. Une liberté qui serait forgée dans la bataille, obtenue et défendue par l'arme américaine et l'évolution de l'arme à feu.
Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenus historiques passionnants comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.